C'est l'émission de la Nouvelle France. L'émission de la Nouvelle France. Un tout nouveau format. Et pour dire des bêtises, écoutons là-dessus. Et bonjour Monsieur Cluet, on refait une intro pour la vidéo YouTube. Rebonjour, excellent. Rebonjour, jeu d'acteur en français. Alors, d'abord, je voulais parler avec toi de la température, parce qu'au studio, là, il fait très frais. Oui, j'ai même remis la veste en rentrant. Tu as pu remettre la veste, c'est pas le cas dehors, et d'ailleurs dans les appartements non plus. Petit point sur la crise climatique, peut-être le réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette hausse des températures exceptionnelles qu'on peut voir en termes de durée surtout, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Oui, bon, bien sûr. Le réchauffement est une des composantes, on le sait, du dérèglement climatique. Il y a plusieurs autres aspects. Il y a les événements, les catastrophes naturelles intenses, etc. Mais le réchauffement, c'est une dynamique qui est enclenchée, qui est évidemment liée à l'activité humaine qui remonte à la création d'économies carbonées, dès l'invention de la machine à vapeur, 18e siècle. Et l'intensification de cette production économique a eu des effets sur la planète sur laquelle on vit. Ce réchauffement, l'aspect réchauffement, il est irréversible, on le sait. C'est-à-dire que les températures moyennes vont augmenter. Je dis moyennes parce que nous, à Toulouse, on est évidemment parmi les premiers concernés. En ce moment, il fait 39 degrés aujourd'hui en extérieur. Mais on a aussi, par exemple, des adjoints à la mairie qui disent « Ah oui, c'est l'été, alors normal, il fait chaud, et puis l'hiver, il fait froid ». Bon, donc on a droit à des gens comme ça, voire même des adjoints qui disent « Mais regardez, il pleut, donc en fait, il n'y a pas tant de réchauffement ». Donc on va rappeler que le réchauffement, c'est la hausse des températures moyennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où il fera un peu plus froid, un moment où il fera un peu plus chaud. Évidemment qu'il y a des variations, mais vous avez des gens comme ça qui confondent le climat et la météo. Donc c'est important de le rappeler. Ce réchauffement, donc, il est lié à l'activité humaine et il a des conséquences sur les humains. Mais pas sur tous les humains au même titre. Bien sûr, tout le monde est concerné par la température extérieure. On sort, il fait 39 degrés, on le subit. En revanche, tout le monde n'a pas la même température chez soi ou sur le lieu de travail. Et c'est là que se jouent les inégalités les plus fortes. C'est que certains vont pouvoir échapper quelques heures à des températures insoutenables, d'autres vont y être exposés. Et ça, c'est au péril de leur vie. Parce que c'est des capacités à respirer, c'est des troubles cardiaques, c'est différentes maladies, c'est la capacité à se reposer la nuit lorsqu'on dort, etc., etc. Et l'accumulation de ces inégalités d'exposition à des températures extrêmes, ça conduit à des inégalités dans le parcours de vie, dans le parcours de soins et dans la santé publique. Et du coup, là justement, tu parlais des appartements qui sont des bouilloires thermiques. Et on a un vrai sujet, c'est le manque de considération du gouvernement du sujet de l'environnement. Est-ce que toi, qui est quand même à l'Assemblée nationale, qui a une vue sur les travaux du gouvernement, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait par le gouvernement Bayrou et son successeur à l'Assemblée nationale, à l'Élysée? Bon, Bayrou lui-même, clairement, n'a absolument rien fait sur le sujet. Même pire, ils ont, tu l'as peut-être vu, ils ont coupé les fonds dans MaPrimeRénov', un des rares dispositifs dont les gens parfois s'emparaient pour en fait faire des travaux de rénovation à la maison, changer une fenêtre, faire un truc comme ça qui permettait à la fois que le frais sorte moins à l'extérieur et que le chaud rentre moins à l'intérieur. Et inversement l'hiver, parce que lorsqu'une maison, un appartement est isolé, il retient la chaleur quand il fait froid et il retient la fraîcheur quand il fait chaud. Bon, tout ça fait l'objet de coupes budgétaires intenses, qui s'ajoutent aux coupes budgétaires sur le personnel du ministère de l'écologie et de la transition écologique. Et le mélange des deux, ça fait qu'il y a moins de gens pour mener des politiques qui elles-mêmes sont moins financées. Et à côté de cela, on continue avec des grands projets inutiles ou écocidaires. Le gouvernement ne revient en rien sur un ensemble d'investissements, que ce soit des tunnels Lyon-Turin, que ce soit des autoroutes A69. Il y a une guerre que mène le gouvernement au vivant, c'est-à-dire à la biosphère, c'est-à-dire à l'ensemble des espaces de vie, zones humides, terres agricoles protégées, espaces naturels, réserves. Tous ces espaces-là sont saccagés au nom de la bétonisation des autoroutes, etc., etc. Et ça conduit évidemment à intensifier les effets de ce réchauffement climatique et en émettant beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère dans le cadre des activités économiques qui sont menées et qui y contribuent, s'inscrit dans un ensemble de politiques qui favorisent le dérèglement climatique. Après, ça, c'est l'aspect apparent. Parce que derrière, la question même parfois majeure, c'est savoir qui finance ces grands projets. Parce que poser une autoroute, c'est un problème. Mais derrière, c'est qui paye pour ça. Les grands fonds de l'assurance et de la banque, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont aucune espèce de contrainte en matière d'extractivisme, qui peuvent mettre l'argent où bon leur semble et financer des projets qui tuent
Parce que c'est ça qui se passe. En termes de le réchauffement climatique, le dérèglement, les catastrophes naturelles, la qualité de l'air qui s'effondre, tout cela tue des gens. Et c'est fait par des grands fonds de pension internationaux qui savent qu'on lève 10-15% de taux de profit sur un projet écocidaire, alors qu'on n'enlève que, entre guillemets, 4 à 5% sur un projet d'utilité générale. Et justement, nous, à la France insoumise, et de manière générale, la pensée de gauche a vocation à un peu mettre en exergue tous les défauts du système libéral. Et là, on voit que c'est un continuum du système libéral, le réchauffement climatique, le saccage de l'environnement. Et on le voit notamment avec des écoles, là, à ce jour, qui sont obligées d'être fermées parce que l'atmosphère est irrespirable pour des enfants, ou même dans des services publics de santé. Est-ce que, encore une fois, ça confirme le fait que la vie en société est en inadéquation totale avec la pensée libérale? Le capitalisme détruit les sociétés dans lesquelles il s'exerce, ça c'est clair. Et d'autant plus que, ça me permet de répondre, de venir à la question, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous vous demandez un peu les origines de ces politiques carbone, de réchauffement climatique, il y a un bouquin qui est vraiment intéressant, c'est le bouquin d'Andreas Malm. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Le Capital fossile, qui revient sur les origines, en fait. À partir de quand on s'est mis à utiliser le charbon de manière intense? Le charbon qui était la première modalité, évidemment, d'émission de CO2 à grande échelle par l'activité humaine. Et il montre que c'est au XVIIIe siècle, avec la machine à vapeur, en fait, une partie de la bourgeoisie britannique, elle fait faire du travail de textile, et les gens ils utilisent les moulins. C'est-à-dire il y a l'eau qui passe, donc le moulin à aube, et en fait c'est la force hydrique qui fait que le moulin il tourne et que ça a permis de produire de l'énergie qui permet ensuite de faire du textile ou autre chose. Et en fait le truc c'est que vu qu'il y a des moulins, les gens ils s'organisent autour et donc ils peuvent fixer leurs conditions. Parce que s'ils bloquent le moulin, il n'y a pas d'énergie. Et donc, une partie de la bourgeoisie, quand ils découvrent la machine à vapeur, ils disent super, on va pouvoir mettre la machine à vapeur loin des moulins et mettre en concurrence les gens. Et dire, vous payerez moins que ceux des moulins. Et en fait, c'est pour des raisons de baisser déjà à l'époque le taux de salaire des gens, moins les rémunérer, aller dans les zones les plus pauvres pour moins payer les gens que dans les zones où il y avait les moulins, parce qu'il n'y a pas de législation à l'époque sur le salaire minimum, etc. Et donc, en allant toujours plus loin, mettre en concurrence les gens, que la machine à vapeur est justifiée. Donc, le début même, l'irruption du capital fossile, en fait, donc du charbon, c'est pour baisser le salaire des gens. Alors, voilà, on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui dans la construction d'une économie mondiale autour de ça, et qui, évidemment, s'exprime dans l'ensemble des dimensions de la vie quotidienne. Quand vous vous levez le matin, je veux dire, au bout de 2 heures après votre réveil, vous avez fait le tour, quoi. C'est-à-dire, vous avez votre température de réveil. Vous avez votre accès au transport qui est plus ou moins possible. Vous avez la distance par rapport à votre lieu de boulot. Vous avez ce que vous mangez dans votre assiette au petit déjeuner. Ces 4 trucs vous résument assez rapidement la société libérale écocidaire. Parce que les distances imposées, les émanations qui sont liées en matière de, notamment CO2, mais pas que, l'ensemble des gaz à effet de serre, etc., se jouent dans ces premières heures de la journée. Et surtout, vous sortez d'une nuit, vous avez peut-être eu une nuit à 27, 28, 29 degrés, donc en plus vous n'avez pas dormi, vous êtes crevé, donc vous voyez à peu près comment ce qui a servi initialement à baisser les salaires sert maintenant à vous empêcher à dormir. C'est quand même assez extraordinaire. La manière dont le capitalisme pourrit la vie de tout le monde. Maintenant, il pourrit même les nuits par le réchauffement climatique. C'est vous dire. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas au boulot, même quand vous ne consommez pas, il arrive à vous pourrir la vie. Donc, il va falloir agir politiquement. Complètement. Il va falloir agir politiquement, parce qu'on peut se dire, chacun se débrouille, t'as qu'à faire de la rénovation chez toi, si t'as pas les moyens, tu te débrouilles quand même pour le faire. Bon, non, il va falloir agir collectivement. D'abord parce que si on peut agir aujourd'hui, c'est pas le cas forcément dans 50 ans. Je veux dire, si on arrive à une norme de 43-44 degrés, les défis seront pas les mêmes que si on s'arrête, entre guillemets, à 40 degrés. C'est déjà pas terrible, mais enfin, ça pourrait être largement pire. Donc il faut l'arrêter immédiatement. Il faut bifurquer socialement. Donc il faut une politique publique qui agisse sur l'ensemble des acteurs économiques, parce que c'est eux les responsables. Les acteurs économiques qui causent le dérèglement climatique, l'entretiennent et l'accentuent. Ça nécessite une politique déterminée. Et s'il faut bifurquer, il faut évidemment protéger tout de suite. Protéger, ça veut dire faire en sorte que les gens soient protégés chez eux. Être protégé chez soi, c'est avoir accès à une rénovation à taux zéro et sans reste à charge, évidemment, pour qu'on puisse tenir chez soi. Ça veut dire être protégé sur le lieu de travail. On le sait, aujourd'hui, vous avez des bureaux, ça monte à 35-36 degrés. C'est pas normal. Et je rappelle que les Insoumis ont déposé et redéposé à chaque session la proposition de loi visant à interrompre le travail lorsque les températures sont trop extrêmes, soit trop faibles, en dessous de 14 degrés,
soit trop importante, au-dessus de 33 degrés. Il y a des recommandations, il y a des travaux sur le corps humain et comment il réagit mal à des températures extrêmes. Évidemment, il y a certains métiers qu'on ne peut pas interrompre, à côté d'un haut fourneau, etc. Il y a des exceptions. Mais il faut qu'on ait une politique générale sur les températures. D'autres pays le font, les Espagnols le font, les Chypriotes le font, il y a des accords de branche en Allemagne qui le font, etc. etc. Donc protéger les salariés, parce que tous les étés, des gens meurent. Ils vont au boulot, ils bossent 8 heures à des températures qui sont excessives, ils rentrent chez eux, ils font un AVC. Et c'est pas compté comme un accident de travail. Parce qu'ils sont décédés chez eux, mais c'est le résultat du coup de chaud de la journée entière, en fait, et de l'accumulation de chaleur dans leur corps qui s'exprime lorsqu'ils rentrent à domicile. Et puis, il faut aussi protéger les gens, tout simplement dans l'espace public. Par exemple, les gens sans domicile fixe. Ils sont abandonnés à des températures extrêmes, alors qu'on devrait réquisitionner du logement pour les protéger. Par exemple, les personnes âgées. Il faut aussi l'été réquisitionner les espaces climatisés pour pouvoir les accueillir. Il faut également avoir, par exemple, un maillage dense de fontaines à eau dans la rue. Moi, par exemple, à Toulouse, vous avez des espaces, alors je ne sais pas s'il y a des Toulousains qui nous écoutent, mais si vous marchez de la Cartoucherie à Ancelis, vous pouvez faire 2 bornes sans une seule fontaine à eau. Bon, ça, c'est évidemment un risque énorme, notamment pour les personnes âgées ou pour les plus jeunes, parce qu'ils n'ont même pas accès à un verre d'eau sur leur chemin en plusieurs dizaines de minutes de marche en pleine canicule. Donc il faut penser la protection chez soi, au travail, dans l'espace public de toute la population. Et à quoi ça se heurte, cette protection ? C'est pas juste des gens de bonne volonté, de mauvaise volonté. Ça se heurte à la propriété privée. Parce que si on veut vraiment que tout le monde ait accès à l'eau et à un espace frais, eh ben, ça veut dire qu'il faut mettre en commun l'eau et l'espace frais. Or, il y a des gens dans ce pays qui veulent s'approprier et l'eau et les espaces frais. Donc, il va falloir avoir une politique de classe pour leur récupérer ces espaces-là, les socialiser ou, à minimum, les mettre en commun dans les moments difficiles. Eh ben, tu as des Toulousains, enfin, plutôt une Toulousaine dans le chat qui te dit « Oui, Toulousaine est en manque d'eau. Également, véridique pour les fontaines. » C'est qui, la Toulousaine ? Est-ce qu'on se connaît ? Maria, DNG. DNG. Ouais, je suis sûr, on se connaît. Bon. Potentiellement. Bonjour, les gens arrivent. Très pertinent, cette analyse, c'est ce qu'ils disent. Donc là, tu nous donnais un peu le maillage proposé par la France Insoumise, le maillage de protection, en tout cas, des Français, finalement, et à l'échelle plus grande, on aimerait des humains, quand on est face à ce genre de température que le corps supporte difficilement, et l'esprit également, d'ailleurs. Et tout ça revenait à se dire de se protéger finalement du système capitaliste, du système néolibéral. Et du coup, ça vient à mon deuxième sujet et je vais faire réécouter le jingle. La base, c'est l'émission de la Nouvelle France. L'émission de la Nouvelle France. Un tout nouveau format. Et pour dire des bêtises. Et pour ton avis. Donc le continuum, c'était également du coup de se protéger de François Bayrou et de son gouvernement qui sortent très récemment d'un conclave. Alors ça n'a pas fait la une des médias, on n'en a pas trop entendu parler. Ouais. Celui du pape, il a plus été traité. Ouais. Alors que pourtant la question des retraites, elle a énormément mobilisé il y a quelques années et que c'est un sujet central dans la vie des gens. Alors est-ce que tu peux nous dire, Adrien Clouet, le conclave, c'était quoi ? Bon, c'était une blague, c'est pour ça que personne ne l'a traité. On va rappeler ce que c'est. Bayrou, il arrive là, à la fin de l'hiver. Bon, le type, vu qu'il a le même programme que les macronistes d'avant et que ceux d'avant, il sait que de toute façon, s'il veut tenir, il faut qu'il planque ses idées. Donc c'est ce qu'il fait, c'est d'ailleurs ce qu'il fait le mieux. Donc, il dit rien, et sur les retraites, il dit on va faire un conclave, comme ça les gens vont oublier que je suis pour la retraite à points. Il faut quand même s'en rappeler les gens. Bayrou, c'est le penseur de la retraite par points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque mois, selon votre niveau de salaire, vous achetez des points. Et donc, ces points, ils ont une valeur. Par exemple, vous achetez un point à 100 €, j'en sais rien. Et à la fin de votre carrière, selon le nombre de points que vous avez, les points, ils ont une valeur de pension, de retraite. C'est-à-dire que si vous avez 1000 points, par exemple, ça peut valoir 1000 €. Et sauf que, quelle est la douille là-dedans ? C'est que le prix d'achat du point, il peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut vous vendre les points de plus en plus cher dans votre carrière, et la valeur du point à la fin de la carrière, rien ne le garantit. Il peut être plus bas que ce que vous aviez anticipé au début. Et donc, en fait, on peut vous piquer du fric comme ça tout au long de votre carrière, et faire en sorte qu'au lieu d'avoir un rapport fixe entre votre pension de retraite, c'est-à-dire ce que vous touchez à la retraite, et votre salaire, c'est-à-dire combien vous percevez dans votre carrière, par exemple 70%, 80%, 90%, eh bien vous avez un truc aléatoire. C'est la roulette russe, on fait tourner le truc, on tire à la fin, et puis on voit si jamais on a une pension. Bon, ça, c'est Bayrou. Et c'était une idée qui venait de Bayrou et de François Fillon. On rappelle qu'à l'époque, je crois que c'est les présidentielles de
17, où Fillon dit la retraite à points, c'est le seul moyen de baisser la retraite des gens sans qu'ils s'en rendent compte. C'est filmé, hein, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. C'est un très beau moment de vie politique française. Non, c'est l'enfer, mais heureusement, il n'est plus là. Alors, donc, Bayrou, il nous fait un conclave parce qu'il veut tenir. Donc, il dit on va donner un os à ronger à des gens. Donc, il fait une réunion avec ses potes, notamment, donc tout le patronat, et puis une partie des syndicats. Pas tous, hein, il sélectionne. Il dit lui, oui, lui, non, lui, il a une bonne tête, lui, il n'a pas une bonne tête. Bon. Il donne une feuille de route, il dit vous pouvez discuter de tout, sauf d'abolir la réforme des retraites. C'est-à-dire, vous pouvez discuter de tout, sauf de ce qui intéresse les gens. Vous voyez, Bayrou, c'est le mec qui vous dit écoutez, on va faire une réunion de copro, vous allez parler de tout, sauf des loyers et des charges. Ou alors, il dit on va faire une réunion dans le supermarché d'à côté, vous allez discuter de tout, sauf des produits dans les rayons. Sauf des prix. Sauf des prix, voilà, mais c'est génial. Bayrou, c'est vraiment le type, il vous dit on fait ce matin, on fait un live Twitch, on parle de tout, sauf de l'actu politique. Voilà, ça c'est Bayrou. Donc c'est insupportable, évidemment. Donc tout le monde a pété un câble et la moitié des syndicats, ils ont vrillé, ils sont barrés directement. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils se sont dit on va essayer d'obtenir un mini-accord sur quelque chose. Finalement, rien. Il n'y a rien. Parce que la deuxième condition du conclave, pour Bayrou, c'était que le MEDEF avait un droit de veto. Alors le MEDEF, c'est genre vraiment, c'est comme Louis XVI en 1789, quoi, enfin 90. Droit de veto sur les lois. Génial, merci, rentrez chez vous. Donc le MEDEF ayant un droit de veto et le sujet étant déjà largement circonscrit dès le début, tout le monde s'en foutait de ce conclave, ça n'a aucun intérêt. Donc, à la fin, c'est un échec, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à s'accorder sur le moindre truc. Zéro. Même, il y a eu une tentative par certains syndicats qui étaient restés de dire on pourrait discuter pour les parcours de maternité pour les femmes, atténuer quelques effets de la réforme. Rien, le MEDEF ne veut rien lâcher. En revanche, ce qu'on a appris, c'est que le MEDEF, on le savait déjà, mais c'est des fous furieux du libéralisme qui lâcheront jamais la réforme des retraites et donc il faudra les faire plier par la loi. Premier élément, on n'aura pas un accord en fait sur l'abrogation. On le savait déjà, mais c'est bien de se le rappeler. Et deuxièmement, que la réforme était injuste parce que s'il y a besoin que des gens discutent de réviser la réforme, c'est bien qu'elle n'est pas satisfaisante. Donc maintenant, tout le monde sait que la réforme est mauvaise, même ceux à l'époque qui avaient pu la soutenir, puisqu'ils en ont discuté pendant 5 mois, donc c'est visiblement il y avait à discuter. Mais ils ne sont pas d'accord pour l'abroger. Bon, ben voilà. Écoutez, s'il y avait à discuter, eh bien, ça veut dire qu'il y a à supprimer. Donc, la réforme, nous, on l'abrogera dès qu'on sera aux commandes. Et du coup, ce conclave, est-ce qu'on peut juste dire que c'était un coup de com', en fait, qu'il n'y avait aucun objectif politique C'est un coup de com', mais mauvais, quoi. Parce qu'en fait, c'est un coup de com', mais sans la com'. Oui, après, Bayrou, il a abonné au mauvais coup de com' en ce moment. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, c'est un coup de com', c'est-à-dire, mais je dirais même c'est plus une assurance vie pour lui qu'un coup de com'. Parce qu'en échange de ce conclave, il n'a pas été censuré, notamment par les socialistes, qui ont dit, on va attendre de voir ce que disent les gens qui discutent de choses dont on n'a pas le droit de discuter. Ok, super. Et au final, c'est à la fin du conclave qu'on se retrouve enfin avec une motion de censure qui aura donc lieu demain. Et c'est vraiment dommage parce que, en fait, il s'est passé plein de choses pendant ces mois. Et ceux qui ont sauvé Bayrou au nom du conclave, du coup, ont permis à ce qu'il y ait la loi Duplon qui rétablit les pesticides, qui soit examinée à l'Assemblée, à ce qu'il y ait la loi dite de simplification de la vie économique, qui supprime plein d'agences de l'État, par exemple l'agence du bio, etc., qui voulait supprimer. Ils ont permis, en fait, qu'il y ait un budget détestable qui passe avec des coupes dans les écoles, des coupes dans les hôpitaux. Tout ça, c'était le prix du conclave. Donc ce conclave, il servait à rien dans son contenu, mais parce qu'il a sauvé Bayrou, il a coûté très cher à toutes les Françaises, tous les Français, et puis tous les gens qui vivent en France plus généralement. Peut-être regarder les questions du chat. Question oui. À Adrien. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, selon lui, le libéral autoritaire qui s'oppose frontalement à tout changement, ou le sauce mou qui fait genre, il est avec nous, mais qui ne propose que des fausses solutions? C'est le même à 10 ans d'écart, donc c'est pas facile de trancher. Non, mais concrètement, le libéral autoritaire est un peu plus dangereux parce que c'est lui qui écrit les lois. L'avantage, c'est que le mollasson à côté, au moins il n'a pas d'idée, quoi. Donc quelque part, il peut suivre le courant. Après, clairement, les amis, il faut voter ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Il faut voter pour des gens qui ont signé le programme du NFP, du Nouveau Front Populaire, et qui sont prêts à l'appliquer. Voilà, un point, c'est tout. On était sur rebonjour à tout le monde. On était sur le sujet conclave. Oui. Et donc. Et on disait que c'était hyper nul. Exactement. Et surtout, moi, je voulais te poser la question. On a vu un énorme élan de mobilisation autour du sujet des retraites, il y a 2 ans à peu près. Et notamment, ça a agrégé des jeunes que la question concernait que très peu sur la temporalité présente. Et un tas de personnes qui, de base, ne se mobilisaient pas forcément. Pourquoi ce sujet précisément des retraites, pourquoi nous on lâche pas l'affaire dessus et pourquoi c'est un point central de l'idée de gauche? Oui, tu as raison de le poser comme ça.
Bon, la question des retraites, d'abord, c'est une des premières batailles du mouvement ouvrier pour réduire le temps de travail dans la vie. Parce que ça démarre dès le début du XXe siècle, hein, l'idée des retraites. C'est l'idée qu'à un moment donné dans sa vie, eh bien, on ne doit plus exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée. Ça ne veut pas dire qu'on a l'interdiction de le faire, c'est qu'on n'est plus obligé de le faire. Alors, parce qu'on les connaît, hein, les gens qui disent « Oui, mais moi, je suis encore en formation de 65 ans. » Très bien, va travailler, laisse-nous tranquille. Mais c'est le fait de ne pas obliger les gens à continuer au-delà d'un certain âge. Pourquoi ? Pour un ensemble de raisons. D'abord parce qu'on estime qu'il y a un âge où on doit aussi pouvoir bénéficier et profiter des siens, de ses proches et de la famille. Et que, notamment à un âge où, par exemple, on est grands-parents, eh bien, c'est socialement utile à tout le monde qu'il y ait des grands-parents qui soient en capacité d'être là, de donner de l'amour, de l'affection à leurs proches. Parce que, également, on estime qu'il y a une question de droit au repos au bout d'un moment dans l'existence, c'est-à-dire que le corps, il a enchaîné des chocs liés à l'activité professionnelle tout au long de la vie, et qu'en fait, vient un moment donné où ces chocs vont être de plus en plus dangereux. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, parce qu'à chaque fois qu'on reporte l'âge de départ à la retraite, eh bien, les accidents du travail sont de plus en plus graves pour les personnes qui sont concernées, par exemple, entre 62, 63, 64 ans. Et puis, il y a encore une dernière raison. C'est parce que beaucoup de gens savent que la retraite, c'est pas le moment où on arrête de faire des choses. Bien sûr, on voit des gens, on voit sa famille, bien sûr, on a un repos physique et moral et psychologique, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire. La retraite, c'est le moment où beaucoup de gens travaillent différemment. Ils vont dans des associations, ils vont aider à tenir le café ludique du coin, ils vont donner du conseil aux salariés dans le syndicat, etc., etc. C'est le moment où l'expérience qu'on a, où le temps dont on dispose, on le met au service de la collectivité. Et ça, c'est important parce que dès le début des batailles sur les retraites, Jean Jaurès, notamment, c'est un des premiers, lorsqu'il s'engage sur les retraites, il montre bien qu'un des enjeux de la retraite, c'est par exemple que les ouvriers puissent être candidats à des élections et pas que leur employeur puisse les licencier en rétorsion pour leur candidature. En fait, c'est un moment de liberté civique, politique et même laborieuse au sens de travail, ce moment de la retraite. Et donc, puisque tout le monde sait que c'est un moment de liberté, eh bien, évidemment qu'on n'a pas envie de lâcher le moment de liberté et qu'on pense que le progrès humain, c'est d'élargir toujours plus, d'accroître le temps de liberté qu'on a dans l'existence. La réduction de temps de travail, c'est la journée, 8 heures, c'est la semaine, 35, et on peut aller vers 32, il faut ouvrir les négociations collectives. L'année, les semaines de congés payés, on est à 5, il faut passer à 6. Et évidemment, la retraite, c'est-à-dire permettre d'avoir un moment de l'existence qui est affranchi de la tutelle patronale. C'est ça, le sens de la retraite. C'est ce moment de liberté qui vient rejoindre celui du début de l'existence, avant qu'on entre sur le marché de l'emploi, lorsqu'on est jeune ou en formation, et après qui sera mis entre parenthèses le temps de la carrière professionnelle. Écoute, merci pour cette explication. Je la trouve assez claire et concise. Et d'ailleurs, les amis, vous retrouverez tout ça sur YouTube parce qu'on rediffuse la matinale sur YouTube. Matinale qui a été coupée et je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit encore un coup du lobby bordelais pour faire taire les Toulousains. Alors je pense que c'est vrai, même si personnellement je ne sais pas si c'est le lobby bordelais ou montpelliérain qui sont deux forces hostiles effectivement à Toulouse, disons-le. Mais bon, c'est un classique parce que vous savez, même sous la Révolution française, heureusement que Toulouse s'est mobilisé pour empêcher les fédéralistes, les Girondins et tout contre-révolutionnaire et anti-robespierriste de se mobiliser, qui était notamment fort dans des villes comme Bordeaux. Et je peux vous dire que nous serons toujours cette vigie dans le sud-ouest qui ne laissera jamais les ennemis de la République triompher, où qu'ils soient. Et après ce laïus, en tout cas, on peut nous dire très clairement que si le live coupe, on aura de gros soupçons. Tout à fait. Peut-être, tu nous disais tout à l'heure que du coup, il y aurait une motion de censure a été déposée pour demain. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur comment vont s'articuler les forces sur cette motion ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ou non ? Bon, d'abord, il y a un truc qui est très dommage, c'est que une bonne partie des forces à gauche n'ont pas voulu faire une motion unique de censure, donc il y a une motion de censure du PS. Bon, bref, c'est pas grave, on va la voter. De toute façon, l'essentiel, c'est que Bayrou, il tombe. Et puis, quelque part, ça a du sens que ce soit le PS qui propose une motion de censure, sachant que c'est lui qui a maintenu Bayrou au pouvoir pendant 6 mois. Bon, c'est une manière de dire pardon, on prend, quoi. C'est toujours ça de fait. Bon, plus sérieusement, il y a une motion de censure. Aujourd'hui, on a annoncé qu'il l'a voté l'ensemble des groupes de gauche, donc on va surveiller exactement, on va être sûr que dans les groupes, tout le monde le fait. Et les autres, pour l'instant, ont dit qu'ils ne la voteraient pas. Évidemment, le RN, comme d'habitude, à chaque fois qu'il faut venir au secours de Bayrou, ils sont là, quoi. Les gars, ils arrivent à faire à la fois marchepied et serpillière. C'est quand même beaucoup de choses pour un seul groupe. Mais donc, ils viennent le sauver en disant non, on va pas le faire tomber parce que les retraites, c'est pas si important que ça, etc. Au moins, c'est révélateur. C'est révélateur parce qu'on voit bien que le RN n'en a strictement
Rien n'affiche des retraites. C'est-à-dire là, on a l'occasion de faire tomber le gars qui fait le conclave et qui a dit qu'il refusait que l'Assemblée nationale vote l'abrogation. Ils disent « Ouais, pas grave ». Mais d'ailleurs, est-ce que vraiment, eux, ils ont un intérêt à voter la motion de censure parce qu'avec l'inéligibilité de Marine Le Pen, ça peut être... Ils ont peur d'une dissolution. Mais après, c'est pas les seuls. Vous savez, il y en a plein qui ont peur des élections. Ils disent « Ah non, il faut pas aller aux élections ». C'est les gens, ils sont élus, mais ils ont peur des gens qui votent pour eux. Bon, les gars, en fait, réfléchissez. Ou alors, vous êtes en train de dire qu'en fait, les gens votaient pour vous parce que vous les avez arnaqués. Enfin, c'est quoi l'idée? Pourquoi vous avez peur de retourner aux élections? Mais bon, admettons. Non, surtout, le RN a jamais défendu la retraite par répartition. Je veux dire, ils n'ont jamais été dans les manifs en 2023, ils ne sont jamais mobilisés. Et même lorsqu'ils ont l'occasion de faire des trucs à l'Assemblée, une fois sur deux, ils nous disent il faudrait examiner les retraites par capitalisation. Vous savez, c'est l'idée qu'en fait, au lieu d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, la répartition, c'est-à-dire tout le monde cotise chaque mois, ça va dans la caisse d'assurance vieillesse et c'est reversé en même temps aux gens qui sont aujourd'hui retraités. C'est la répartition, c'est-à-dire on cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui. Eux, ils veulent faire des retraites par capitalisation, c'est-à-dire chacun a une espèce de compte épargne perso qui en fait est abondé par tes cotisations, ça achète des actions, des obligations, et c'est ça qui, à la fin de ta carrière, te fait un fonds sur lequel tu touches de l'argent. Sauf que par exemple, s'il y a une crise financière ou boursière, tu perds tout. Voilà, bon, ça c'est le principe du RN. Donc vivre dans le stress et l'angoisse, quoi. Ça, c'est un peu le principe le stress du et RN. l'angoisse. Le stress, l'angoisse, et puis surtout, c'est mettre nos vies entre les mains de la finance. C'est ça l'idée, c'est que la finance, en fait, décidera le rythme de progression des retraites ou pas, ou éventuellement les pertes, parce que on sait comment ça marche, la finance, c'est toujours savoir comment on dissémine des produits toxiques et pourris. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film, je crois, c'est The Big Short, je crois. Enfin, bon, vous savez, le film vous explique comment marche le marché financier. C'est très simple. C'est comme du poisson. Vous avez un étal de poisson. Vous avez un poisson qui est pourri. Bon, le mec qui fait de la finance, il prend le poisson pourri, il le coupe en tout petits morceaux, il faut un morceau de poisson pourri. Partout, il y a du poisson sain. Et il espère que les gens ne tombent pas malades. Et le jour où tu es malade, c'est que tu as trop mis des produits toxiques et pourris au milieu des bons produits. Voilà. Ça, c'est la logique de dissémination des risques sur les marchés financiers. Et c'est à ça qu'ils veulent subordonner nos pensions de retraite, en fait. Espérer qu'il n'y ait pas assez de produits toxiques dans chacun de nos fonds individuels pour que ça ne s'écroule pas d'ici la fin de la carrière. Moi, je ne parie pas sur l'argent des pensions de retraite et je ne parie pas sur les salaires d'une vie entière. Ça, c'est inacceptable et c'est le programme du RN. C'est pour ça qu'il faut se battre contre eux nuit et jour. Et nous, peut-être, vu qu'on a un peu fait l'état des lieux des autres, peut-être nous, qu'est-ce qu'on propose concrètement sur les retraites, le rappeler pour que tout le monde l'ait en tête, pour faire de la propagande après à l'extérieur. Bien sûr. Abrogation immédiate de la réforme de retraite de 2023, c'est-à-dire retour à 62 ans pour l'âge de départ. Nous, on propose, très simplement, 60 ans et 40 annuités. C'est l'objectif vers lequel on tend. Comment on fait ça? Et alors, évidemment, on a aussi d'autres éléments. Par exemple, on veut intégrer le RSA dans le calcul des trimestres pour partir à la retraite. On veut intégrer la pénibilité au travail, pas juste avec des points individuels, mais dire que si vous êtes dans un métier pénible, vous partez plus tôt de droit et pas obliger les gens à faire un récap de carrière sur 25 ans pour prouver qu'en fait, à tel moment, ils ont été exposés à tel truc. Bon. Mais c'est cette ligne, 60 ans, 40 annuités, elle nécessite de remplir la caisse d'assurance vieillesse. En fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est juste qu'il faut mettre de l'argent dans la caisse. Parce que ce que font les macronistes, c'est qu'ils vident la caisse pour dire regardez, il n'y a pas d'argent dans la caisse. D'accord, mais enfin, les cocos, vous avez inventé une prime Macron. Peut-être que tout le monde se souvient. L'idée de la prime Macron, c'est quoi? C'est de dire les employeurs peuvent vous verser de l'argent sans payer de cotisation vieillesse. Donc, les mêmes vous disent au lieu d'augmenter vos salaires, parce que quand votre salaire il monte, forcément, ça met plus de cotisations dans la caisse d'assurance vieillesse. Au lieu de payer vos salaires plus, au lieu de vous revaloriser chaque année, eh bien, on va vous verser une prime qui, elle, ne finance pas l'assurance vieillesse. Ça veut dire que votre salaire d'aujourd'hui est payé avec votre pension de retraite de demain. Et cette prime Macron, par exemple, elle coûte à peu près 4 milliards d'euros aux caisses de sécurité sociale. Et en fait, il y a ça tout le temps. Il y a les primes. Il y a l'ensemble des revenus qui ne sont pas cotisés. Épargne salariale, revenus d'intéressement, stock options, etc., etc. Et puis, vous avez, enfin, un problème, c'est sur la manière dont on cotise. Vous savez qu'en France, vous avez un taux de cotisation qui dépend en fait de votre salaire. C'est-à-dire que vous avez sur l'assurance vieillesse une cotisation qui va sur l'ensemble de votre salaire et une cotisation qui va que jusqu'à un certain montant. Techniquement, même pour le rappeler, jusqu'à 4 000 euros, vous cotisez un peu plus de 10% de votre salaire. C'est 10,5. Vous cotisez 10,5% de votre salaire jusqu'à 4 000 euros. Et au-dessus de 4 000 euros, vous ne cotisez que 2,02% pour le régime général d'assurance vieillesse. Donc, plus vous avez de l'argent, plus votre salaire est élevé, moins vous contribuez aux caisses de retraite.
Moi, je pense que ce n'est pas normal et qu'il faut augmenter la contribution des hauts salaires au régime d'assurance vieillesse. Et ben, en tout cas, on espère que la proposition de la France Insoumise passera très rapidement parce qu'on a déjà des gens qui sont prêts. On a le compte fan de Picmal qui dit Picmal au Capitole, cloué à l'Élysée. Donc Bon, c'est d'abord le Capitole, hein, les amis, donc commencez par vous concentrer sur cette municipale. Et on a quelqu'un aussi qui s'appelle Barbara qui nous dit « Désolée, je voulais raid la chaîne, mais je la voyais plus en ligne sur Twitch. Twitch déconne encore, comme on est en train d'établir des théories avec Adrien Clouet. On a quelques pistes, on reviendra vers vous On ne sait pas encore si c'est la CIA, les Bordelais ou Bayrou. Ou le Cap Bayrou. Voilà, c'est un peu les trois hypothèses qui tiennent la corde aujourd'hui. Et après ce petit échange sur les retraites, j'aimerais qu'on vienne sur l'actualité parlementaire. Oui. Et je vais remettre le jingle, parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de le mettre 3 fois. On adore. Et on l'entend plus. Je peux me permettre de le mettre 3 fois. On adore. Nos formats. Pour dire des bêtises et encore adapter. Je peux me permettre de le mettre 3 fois. On adore. Nos formats. Et du coup, je pense que je vais réfléchir à des nouveaux jingles aussi. Voilà. J'avais des petites idées, genre le live de l'insoumission, la matinale qui vous réconcilie avec la radio, avec un petit bruit de SNCF. J'aime bien. Ou alors, sont des supporters de Toulouse qui battent Bordeaux. Ça peut être sympa aussi. Des petites dédicaces. Je suis apartisade, totalement neutre, Ah, moi évidemment. aussi, c'est neutre de soutenir Toulouse. C'est reconnaître le talent, c'est pas reconnaître la ville. Et je ne rebondirai pas sur... Mince, j'aurais essayé de Sur faire ça. varier. Alors, peut-être, donc, je t'ai demandé tout à l'heure ce que tu vas faire aujourd'hui, parce que je clôture toujours les échanges avec cette petite question. Alors, techniquement, là, dans les quelques minutes qui viennent, on a une petite réunion pour discuter sur la campagne des municipales entre députés. Là, tout à l'heure, on se voit pour faire un petit point sur ce qu'on veut faire durant l'été à Toulouse et faire des propositions, faire remonter avec les copains et préparer la prochaine réunion avec les militants. Après, cet après-midi, on a le retour à l'Assemblée du texte sur l'audiovisuel public, celui de Madame Dati, qui consiste en fait à remettre sous tutelle politique très forte l'ensemble du schéma audiovisuel. Vous voyez, il y a la rentrée qui arrive là en septembre, donc c'est le moment où se refont les maquettes pour les différentes émissions du service public d'information. C'est très inquiétant parce que partout, les émissions politiques disparaissent, sont remplacées par des émissions de chroniqueurs qui donnent leur avis dont on n'a strictement rien à faire, et disparaissent aussi beaucoup d'émissions scientifiques ou de compréhension sociale et économique. Donc évidemment, France Inter est sans doute la pointe avancée de la disparition de ce type d'émissions. Mais ça va s'accentuer si effectivement il y a une holding qui est constituée autour du service public d'information et où Madame Dati a la main directement dessus. Il y a une mobilisation. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont à Toulouse aujourd'hui, à midi, il y a une mobilisation au métro Jean Jaurès avec les salariés de la radio ici Occitanie qui sont mobilisés contre ce projet-là. Parce que partout, le service public de l'audiovisuel est liquidé. À la fois parce qu'il y a des directions de plus en plus autoritaires, à la fois parce qu'il y a une marge de manœuvre moins importante pour faire des émissions, à la fois parce que les moyens sont baissés. Donc qui dit moyens qui baissent dit moins de capacité à aller enregistrer des gens chez eux, à aller récolter la parole quelque part, etc. Ça veut dire que du coup, les choses sont faites par téléphone, les émissions sont préparées plus vite, etc., etc. Et puis, des suppressions, de postes à l'intérieur. Là, par exemple, pour citer le cas de la radio ici Occitanie, j'ai un SMS d'une syndicaliste là qui m'a envoyé le truc, qui dit, par exemple, chez eux, ils ont un poste de journaliste et un poste de technicien qui disparaissent. Voilà, ça, c'est ça concrètement, l'audiovisuel public sous la tutelle de Madame Dati. Donc, il faut se mobiliser, rejeter ça, parce qu'on a besoin d'un audiovisuel public, parce qu'on ne va pas abandonner à Bolloré, à Astérin et autres l'information. Mais il a besoin, cet audiovisuel, d'être démocratique. C'est-à-dire que les salariés dedans aient une voix à chapitre et que le grand public ait des informations qui lui sont utiles et pas juste qui sont utiles à des milliardaires de l'information. Et donc, c'est le sujet qui va te préoccuper. Oui, on a une motion de rejet du texte tout à l'heure. J'espère qu'elle passe et on en reste là. Eh bien, très bien, mais grosse journée pour toi. Moi, je voudrais dire aux gens qui sont sur ce stream de s'abonner. La dernière fois, j'avais dit que si on passait les 14 000, ce qu'on a fait, Raphaël Arnaud prendrait d'assaut le ministère de l'Intérieur. Toi, pour 15 000 abonnés, c'est quoi le challenge ? Oui, attends. Pour 15 000 abonnés, mais c'est un truc que je fasse vraiment. Pour 15 000 abonnés, je place 3 mots que tu veux dans mon prochain discours. Ok. Les amis, je le répète, quand on dépasse les 15 000 abonnés, on fera avec concertation avec le chat. Oui, ça va être démocratique et populaire. Démocratique et populaire,
Monsieur Adrien Clouet placera 3 mots dans cette prochaine QAG, c'est ça, ou discours? Non, QAG, non, parce que c'est 2 minutes, c'est compliqué. Ouais, non, discours. Mais pour prochaine déclaration générale sur un texte, celui que vous voulez, je m'en fiche. Ok, les amis, tout le monde est chaud, tout le monde est partant. On a le compte fan de Picmal qui spamme le chat. Abonnez-vous, Bravo, on va choisir merci. des mots de zinzin. On soutient ces vrais journalistes, pas les toutous du capital. Et après, des petites punchlines Eh sur Rachida Dati, mais nous, Excellent. on restera sur l'analyse de loin. Oui, donc on va virer les toutous du capital, on mettra la meilleure au Capitole. Petite case dédiée aux copains de Toulouse. Garde la phrase pour un tweet, peut-être, ça peut être utile. Allez, Allez, go. Eh bien, je vais vous dire au revoir. On va vous dire au revoir. On va vous laisser. On va vous souhaiter une très belle journée. Faites attention à vous. Hydratez-vous. Buvez de l'eau. Tant que c'est possible. c'est exactement ce que je Restez suis en au train de frais. faire. Et on en parle. la protection solaire, les amis. Parce que je vois plein de gens qui n'en mènent pas. Et sachez que c'est très important. Notamment pour lutter contre le cancer de la peau. Qui revient en force comme tous les types de cancers. Et d'ailleurs, on pourra en reparler peut-être un jour. Et je vous dis